la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur survenant au cours de sa formation pendant la vie intra-utérine. Une malformation cardiaque n'est pas obligatoirement héréditaire et peut correspondre à un accident isolé qui ne se reproduira plus. Elles sont extrêmement diverses, allant d'une simple anomalie bénigne permettant la croissance de l'enfant sans aucun problème, jusqu'à la malformation grave, incompatible avec la survie du nouveau-né. Elles sont également de complexité diverse, rendant une évacuation obligatoire en milieu spécialisé. Certaines sont notamment à l'origine des enfants bleus, c'est-à-dire qui présentent une cyanose à la naissance. Les malformations congénitales représentent 1% des naissances vivantes. Quels sont les symptômes de ces cardiopathies? Quelles en sont les causes et les traitements? Pour répondre à ces questions, il y a bien d'autres. Je reçois pour vous ce soir professeur Diaraye. Professeur Yé est chef de service pédiatrie médicale au CHU Charles de Gaulle. Docteur Georges Kinda. Docteur Kinda est chef d'unité de cardiologie pédiatrique au CHU Charles de Gaulle également. Et puis avec nous, docteur Dantola Paul Kayen. Docteur Kayen est gynécologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vos préoccupations et questions sont attendues au 25 plutôt 40 79 03. Avant de continuer, docteur Kinda, pouvez-vous en français facile nous parler de cardiologie, excusez-moi, de cardiopathie congénitale en français facile? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour nous? Merci, Madame Yé. Madame Dao. Madame Dao, excusez-moi. Avant que justement notre maître, le professeur Yé, vous mettre ici, vous-même et la TNV, je voudrais profiter de cette occasion pour parler d'une partie de la cardiologie qui est assez peu connue. Nous disons c'est le parent pauvre de la cardiologie. C'est la cardiologie pédiatrique. La cardiologie pédiatrique, c'est cette partie de la cardiologie-là qui s'occupe de la cardiologie fœtale, la cardiologie infantile et des cardiopathies congénitales de l'adulte. Vous me voyez alors ravi d'être aux côtés du professeur Yé, autant sur le plateau qu'au quotidien à Charles de Gaulle, où nous prenons au quotidien ces enfants au cœur fragile. C'est également un plaisir pour moi d'être avec mon collègue, le docteur Kayen, un maître de conférence agrégé en gynécologie, qui s'occupera certainement de la partie fœtale de la cardiologie pédiatrique. Alors, pour revenir à cette question, en français facile, on dirait que les cardiopathies congénitales, c'est un ensemble de malformations qui se passent dans la vie intra-utérine de l'enfant et présente déjà dès la naissance. C'est un terme consacré. Nous aurions bien voulu que ce soit anomalie congénitale cardiologique, mais le terme consacré, c'est malformation congénitale ou cardiopathie congénitale. Quels sont les différents types de cardiopathie congénitale? Alors, pour comprendre les cardiopathies congénitales, si vous me permettez, ça mérite quand même un petit rappel. Revenons au CM2, au CM1, CM2. On dit généralement au CM1 ou CM2 que le cœur est formé de 4 cavités, 2 oreillettes, 2 ventricules. Nous ajoutons que chaque oreillette est reliée à son ventricule par une porte. L'oreillette droite, qui se trouve habituellement à la droite du cœur de la personne,
est relié au ventricule droit pour former le cœur droit. L'oreillette gauche, à gauche habituellement, est reliée à son ventricule, le ventricule gauche, pour former le cœur gauche. Cœur droit et cœur gauche, ce sont des pompes qui se ressemblent comme les deux mains, juxtaposées et qui fonctionnent de façon coordonnée, simultanée, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont même séparés par un mur infranchissable. Évidemment, comme ce sont des pompes, ils reçoivent des tuyaux et envoient le sang par des tuyaux, de telle sorte que le sang va dans une seule direction. Alors, les cardiopathies congénitales, comment ça se passe? Le mur entre le ventricule gauche ou le cœur gauche, le ventricule gauche et le ventricule droit est percé de trous. Ce trou-là peut être unique ou multiple à n'importe quelle partie de ce mur, petit ou grand. Quand le percé de trous, ça fait communiquer les deux ventricules, ça s'appelle communication interventriculaire. À l'extrême du trou, quand il est suffisamment grand, c'est une seule cavité ventriculaire, on appellera ventricule unique. Le mur séparant les deux oreillettes peut être séparé de trous, unique ou multiple, à n'importe quelle partie de ce mur, petit ou grand, suffisamment grand et à l'extrême, les deux oreillettes forment une seule cavité, on appellera oreillette unique. Entre les deux oreillettes, à l'intersection entre les oreillettes et les ventricules, lorsque le trou là se trouve à ce niveau, peut être petit ou grand aussi, ça s'appellera communication auriculo-ventriculaire. Mais en termes savants, nous disons canal artério-ventriculaire. Les portes entre les oreillettes et les ventricules peuvent être de grande taille, suffisamment béantes, de telle sorte que la direction du sang est changée. Ce sont des portes insuffisantes. On les appellera alors insuffisance du côté droit, insuffisance tricuspide ou insuffisance mitrale. Mais il y a aussi que les portes peuvent être tellement petites que ce sont plutôt des fenêtres. Ça s'appellera alors sténose. À l'extrême, sténose mitrale ou alors sténose tricuspide. À l'extrême de cette sténose-là, il n'y a même plus de porte. Nous disons atrésie. À chaque fois qu'il n'y a pas quelque chose en médecine, nous disons atrésie. Il n'y a pas de porte entre les oreillettes et les ventricules. Les gros vaisseaux, puisque les deux pompes sont au côte à côte, les gros vaisseaux, celui qui sort du ventricule gauche, c'est l'aorte, celui qui sort du ventricule droit, c'est l'artère pulmonaire. Étant contigus, ces gros vaisseaux-là peuvent se bousculer. L'aorte bousculant un peu l'artère pulmonaire, occupant sa place, ventricule droit à double issue, ou alors l'artère pulmonaire bousculant l'aorte pour occuper un peu de sa place, ça s'appelle ventricule gauche à double issue. À l'extrême de cette bousculade-là, il peut même changer de place. L'aorte occupant la place de l'artère pulmonaire et vice-versa. Ça s'appelle alors des vaisseaux transposés, transposition des gros vaisseaux. Mais les vaisseaux, il y en a tellement. Les vaisseaux, les deux aortes et artères pulmonaires peuvent être percés, puisqu'ils sont contigus, peuvent être percés de trous à différents étages. Ça fera canal artériel, ou alors de petites fenêtres qu'on appelle fenêtres entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Lorsque ces petits trous-là se rejoignent suffisamment grands, ils se forment comme un seul vaisseau sortant du cœur, tronc artériel commun. Mais les gros vaisseaux également, soit ils sont transposés, sont percés de tout, mais ils peuvent être également de petite taille, tellement petites qu'on les appelle sténoses pulmonaires du côté pulmonaire, sténose aortique. À l'extrême de ces sténoses-là, ça s'appellera alors atrésie. Atrésie mitrale, atrésie tricuspide. Mais enfin, il n'y a que le retour des veines. Le retour des veines vers le cœur peut se tromper d'abouchement. Généralement, les gros vaisseaux, les veines venant de la grande partie du cœur ne se trompent presque jamais. Ils aboutissent toujours à l'oreille droite. Ils sont deux. Mais les veines qui viennent des poumons à l'oreille gauche, il y en a 4. Peut-être que c'est à cause de leur nom qu'elles se trompent très souvent de place et d'abouchement. Voilà les différentes malformations qui peuvent s'associer sur une même personne ou alors être uniques. Dans tous les cas, leur présence va toujours entraîner une modification du comportement du cœur. Enfin, le cœur lui-même peut être en position anormale.
Nous allons revenir plus en détail au cours de cette émission. Professeur, est-ce que vous disposez des chiffres concernant les enfants touchés par la cardiopathie? Merci Maïmouna Daou. Au nom donc des pédiatres, nous remercions de nous avoir associés à cette rencontre parce que partout où on parle des enfants, en tout cas on se sent interpellé, surtout sur ces questions de cardiopathie congénitale qui sont prises en charge dans le service à Charles de Gaulle. Également, permettez-moi que j'ai une pensée pour ces enfants et leurs parents, ces enfants qui souffrent de cardiopathie congénitale, parce qu'on connaît tout le poids de cette pathologie pour toute la famille de ces enfants. Alors, par là des chiffres, soulignons d'abord que on n'a pas de données au niveau national, parce qu'il n'y a pas de registre sur les cardiopathies congénitales. Les données qui existent sont des données parcellaires, ce sont des données en milieu hospitalier. Donc, ça ne reflète pas encore la réalité. Et donc, le défi donc, est de mettre en place ce registre des cardiopathies congénitales. Sinon, il y a des données qui sont là. En moyenne, il y a 1%, par exemple, des hospitalisés à travers les travaux qui ont été réalisés. Et dans d'autres hôpitaux, bon, les chiffres sont autres. On peut dire une quarantaine, une cinquantaine sur 2-3 ans. Il y a d'autres qui vont vous dire 100 par an, etc., etc. Donc, les chiffres sont très disparates. Et je peux dire que bon, ça ne reflète vraiment pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité. Mais ça fait que nous ne tablons pas sur ces chiffres. Nous parlons en tout cas compte tenu de l'importance de cette pathologie. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des cas simples, mais il y a des cas graves très compliqués qui mettent en jeu le pronostic vital. Donc pour nous, en tout cas, ça constitue un réel problème de prise en charge. À l'heure d'aujourd'hui, si vous partez à Charles de Gaulle, ce matin, j'étais là-bas aux urgences, sur 8 enfants qui sont en observation du côté des urgences, il y a 6 qui étaient des cardiopathies congénitales. Et vous allez les entendre avec leurs gênements, difficultés respiratoires et étant sous oxygène. C'est pour montrer en tout cas la gravité de cette pathologie et tout le poids social, tout le poids psychologique au niveau des parents. D'où l'intérêt en tout cas de parler de cette pathologie. Surtout que, bon, on reviendra peut-être là-dessus, c'était pour répondre en tout cas à cette journée de sensibilisation sur les cardiopathies congénitales qui est le 14 février de chaque année. Donc c'était une occasion de sensibilisation, une occasion de plaidoyer à l'endroit des qui de dos. Docteur Kaye, quelle est la prévalence des cardiopathies congénitales dans vos consultations gynécologiques? Merci Madame Dao. À la suite du docteur Chinda et du professeur Yé, la Société des gynécologues et opticiens du Burkina vous remercie de l'avoir associé à cette thématique pour parler de cette pathologie assez fréquente. Malheureusement, cette prévalence n'est pas connue car c'est une information, comme le professeur Yé vient de dire, qui n'est pas en fait recherchée systématiquement dans nos supports classiques de suivi de grossesse. Vous savez, les supports que nous avons, que ce soit les registres de consultation prénatale, que ce soit le carnet de consultation prénatale, cette information par rapport aux cardiopathies congénitales, en fait, n'est pas renseignée de manière systématique, n'est pas recherchée de manière systématique comme la prise de la tension, comme la sérologie du VIH, de l'hépatite et autres. Donc, ça fait que parler de prévalence, c'est un peu difficile. Voilà, elle n'est pas du tout connue parce qu'elle n'est pas recherchée. Donc, mais ce que nous pouvons dire, c'est peut-être donner des fréquences un peu hospitalières, que ce soit chez nous ou bien un peu en Occident, où la prévalence tourne autour de 0,7 à 0,8%, en tout cas au niveau de la consultation, au niveau des suivis de grossesse. Voilà, tout ce que nous pouvons dire. Docteur Kinda, quelles sont les malformations congénitales les plus fréquentes? Merci. Si on a compris comment se forment ou comment se répartissent les cardiopathies congénitales, à Charles de Gaulle, nous en avons mené suffisamment d'études là-dessus. On connaît l'état des lieux. La malformation la plus fréquente, c'est les trous entre les ventricules, communication interventriculaire. Environ 31% de l'ensemble des cardiopathies congénitales. Puis, communication entre les deux oreilles, communication interauriculaire, 30% environ. Les situations où la tête pulmonaire est
petite taille, sténose pulmonaire, c'est 16%. Les canaux atrioventriculaires, ce que j'ai appelé communication auriculo-ventriculaire, 15%. Et puis, il y a un certain nombre de cas classiques que l'on connaît, c'est la maladie bleue, la tétralogie de Fallot, qui fait environ 10% des cardiopathies congénitales. Mais comment vous classifiez ces cardiopathies-là? Comment vous les classifiez? Alors, la classification des cardiopathies congénitales tient compte en fait des praticiens. Tout le monde peut faire sa classification. On a ce qu'on appelle la classification clinique, où on distingue les situations où le sang n'arrive pas au poumon. Chaque fois que cette situation se produit, il se produit un enfant bleu. À l'inverse, c'est les situations où le poumon est inondé. Nous l'appelons chaîne de gauche droit. Cette situation également, c'est exactement comme inondation pulmonaire. L'enfant est en détresse respiratoire, en train de suffoquer. Ensuite, il y a une classification en fonction de la possibilité de l'opération, la possibilité de réparation de la malformation. Il y a des situations où la réparation est facile, sans qu'on ait même à ouvrir le cœur. La situation où l'opération est assez facile chirurgicalement, mais il faut cette fois-ci ouvrir le cœur. Il y a malheureusement cette situation où la cardiopathie n'est pas réparable. Je n'ai pas dit non traitable, j'ai dit non réparable chirurgicalement. En fait, il y a une troisième classification, comme vous-même vous l'avez dit, c'est s'il y a une cardiopathie qui se fait dans un accident isolé. Ou alors, cette cardiopathie-là s'intègre dans une situation de malformation génétique. C'est généralement des cardiopathies congénitales complexes. Mais dans tous les cas, même si elle est simple, corriger la malformation ne corrige pas l'état du malade. Les cardiopathies congénitales, ce sont des pathologies qui affectent entre 7 et 8 naissances sur 1000 selon les statistiques mondiales. On rencontre plusieurs types de cardiopathies dont les causes sont multiples. En Afrique et surtout au Burkina Faso, la prise en charge de ces cardiopathies congénitales sont souvent difficiles du fait du faible niveau économique des populations et surtout de l'absence du plateau technique adéquat. Daouda Ouattara, Issa Kanana. Les cardiopathies congénitales, ce sont des anomalies cardiaques qui tirent leur origine depuis la formation du cœur pendant la vie intra-utérine. Elles sont causées par de nombreux facteurs associés. Souvent, il a été cité des toxiques, notamment certains médicaments pris pendant le premier trimestre de la grossesse. Et aussi, souvent, il a été cité aussi les prises d'alcool, des prises de drogue et aussi, il est cité aussi comme cause certains virus, notamment les infections, certaines infections virales. En plus, aussi, il est souvent retrouvé aussi des affections génétiques et aussi des anomalies chromosomiques. Il n'existe pas de statistiques à l'échelle nationale, mais selon les spécialistes, cette pathologie affecte entre 7 à 8 naissances sur 1000 au niveau mondial. Au niveau de la pédiatrie, nous recevons des enfants qui, certains sont porteurs de cardiopathie congénitale, mais dans le cadre de la collaboration, nos collègues cardiologues aussi en reçoivent. Et donc, je pense que l'année dernière, en estimation, avec nos collègues cardiologues, ils étaient en gros à environ 300 enfants qu'ils auraient recrutés. Et actuellement, depuis le début de l'année, depuis début janvier, en gros 150. Et depuis le début de l'année, en hospitalisation, on a déjà eu au moins 5 patients qui sont porteurs de cardiopathie congénitale. Diagnostiquer ces cardiopathies congénitales nécessite donc une prise en charge. Une prise en charge qui peut se faire à plusieurs niveaux, le traitement médicamenteux ou l'intervention chirurgicale. Malheureusement, au Burkina, nous n'avons pas de prise en charge interventionnelle. La prise en charge chirurgicale est en train de se faire progressivement avec ce que vous avez vu à l'hôpital Tengango. Donc la grosse difficulté que nous avons, c'est une fois le diagnostic posé, quelle est la suite à donner aux patients ou à l'entourage. Et c'est une grosse problématique, je préfère vous être honnête.
Parfois, ce n'est pas évident. Une chose est d'annoncer et une chose est de proposer quelque chose aux parents du patient. La prise en charge des enfants atteints de cardiopathie congénitale est un long processus. Et en l'absence d'un plateau technique adéquat au Burkina Faso, les formes les plus graves sont évacuées à l'étranger après constitution d'un dossier d'évacuation. Je prends l'exemple de Charles de Gaulle. Le diagnostic de la cardiopathie est posé. Et si cette cardiopathie nécessite en fait une prise en charge, nous montons un dossier. Et une fois le dossier monté, il est expédié par la poste en fait à l'endroit de ses partenaires qui vont étudier le dossier. Et si le dossier venait à être accepté, démarre maintenant toute la procédure, à savoir qu'il va falloir chercher tous les papiers administratifs, faire le passeport et ensuite demander le visa. Et un convoyeur vient chercher l'enfant et repart avec l'enfant pour cette prise en charge qui va séjourner dans une famille d'accueil. L'enfant y reste pendant un séjour, en moyenne, on estime à 8 semaines. Et l'intervention, si elle se passe dans de très bonnes conditions et l'enfant retrouve sa famille, est de retour généralement dans les 8 semaines. Des évacuations sanitaires qui ont permis à ce jour de redonner le sourire à des centaines d'enfants au Burkina Faso. Les cardiopathies congénitales sont bien réelles, elles affectent toutes les couches sociales, selon le docteur Bama. Se faire suivre depuis les premières semaines de la grossesse, éviter les prises de certains médicaments, des toxiques entre autres, pourrait donc prévenir ces pathologies, selon ces spécialistes. Les cardiopathies congénitales sont une malformation du cœur. Les enfants qui sont généralement malades le sont depuis la naissance. La prise en charge nécessite forcément une intervention chirurgicale. Et au centre hospitalier universitaire Sanoussouro de Bobo-Dioulasso, sur 94 patients depuis 2013, au moins 50 ont été opérés avec succès. Plus de précisions dans ce dossier signé Lamine Karantao et Ali Traoré. Les cardiopathies congénitales, une maladie peu connue du commun des mortels, mais qui fait des victimes au Burkina Faso et dans le monde. Ce sont des malformations, c'est-à-dire que ce sont des malformations qui surviennent chez l'enfant avant la naissance. Donc ça veut dire que c'est un cœur qui n'a pas pu se mettre en place correctement comme cela se doit. Donc pendant la vie, dans le ventre de la maman, ça ne pose aucun problème puisque l'enfant ne respire pas en ce moment, il respire par la maman. En conséquence, même s'il y a des problèmes, parfois des désordres très très importants, c'est-à-dire des anomalies, des malformations très graves, mais l'enfant vit et se développe normalement dans le ventre de sa mère. Le problème va se poser à la sortie de l'enfant. Une fois la naissance actée, l'enfant commence à subir les poids de cette malformation qui peut conduire, dans le pire des cas, à la mort. Et plusieurs facteurs sont à l'origine de cette malformation. On retient globalement des facteurs de risque génétiques. Si les chromosomes sont mal formés, notamment dans la trisomie 21, ça c'est les chromosomes, les gènes qui déterminent les individus qui sont mal formés. Donc par exemple dans la trisomie 21, c'est l'exemple le plus classique. Ça donne des cardiopathies congénitales qu'on connaît. Maintenant il y a des facteurs qu'on dit maternels. Les facteurs maternels actuellement, ce qui est en train d'augmenter d'une façon faramineuse, c'est le diabète gestationnel, c'est le diabète maternel. Une femme qui a un diabète pendant la grossesse ou avant la grossesse, elle risque de donner un enfant qui est né avec une malformation cardiaque. Il y a le problème également de l'hypoglycémie, de la rubéole. C'est une maladie infectieuse. C'est normalement dans les cibles du PEV, on vaccine contre la rubéole. Une femme qui a la rubéole pendant la grossesse, elle peut donner naissance à un enfant qui est mal formé. Il y a les mamans qui prennent des anticonvulsivants, des trucs contre les médicaments contre l'épilepsie pendant la grossesse, notamment le Gardinal, la Dépakine, etc. Ça peut donner des malformations cardiaques. Les spécialistes du domaine ont la capacité de détecter cette anomalie chez l'enfant depuis le ventre de sa mère. Cependant, au Burkina Faso, précisément au centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso, la prise en charge ne peut se faire qu'après la naissance. Notre chirurgie cardiaque au Burkina est encore à ses débuts. C'est une bonne chose que ça a déjà commencé à se mettre en place, mais c'est encore à ses débuts. Donc pour le moment, il n'y a pas de chirurgie, on va dire, au quotidien pour la prise en charge de cardiopathie congénitale. Donc de ce fait, ces enfants, une fois le diagnostic posé,
doivent passer par des circuits pour pouvoir être opérés. L'État, par bien sûr la commission santé qui autorise les évacuations sanitaires, absorbe tant qu'il peut. Mais comme vous le savez, c'est toujours des contextes très difficiles. C'est conjoncturel toujours. Il y a plus de demandes que d'offres. Hein? Donc, l'État n'arrive pas à tout absorber. Donc, ce qui est intéressant, ce que nous faisons ici, nous sommes en partenariat avec des associations mécènes qui nous aident à prendre en charge les enfants pleurant de cardiopathie congénitale. Et sous la supervision du docteur Jean-Baptiste Tougma, depuis 2013, sur les 94 cas admis à l'hôpital, au moins 50 ont été opérés avec succès. Néanmoins, il conseille les parents à être plus regardants lors des grossesses pour éviter ces cardiopathies congénitales. Professeur, quelles peuvent être les causes et les facteurs de risque de ces cardiopathies congénitales? Alors, je pense que lors des reportages, les collègues ont abordé les causes. Bon, certainement, tout n'a pas été déroulé. Tout à fait. Effectivement, voilà. Donc, les anomalies chromosomiques, c'est comme si on construit un bâtiment, il y a les matériaux, d'abord, qui correspondent en tout cas à l'aspect génétique, donc les chromosomes ou bien les tissus élastiques qui peuvent être anormaux, donc qui peuvent être responsables de cette cardiopathie. Mais en dehors de ça, il y a des facteurs environnementaux. Là, c'est très très important aussi. Le collègue a parlé des infections. Certaines infections virales, certains peuvent être prévenus, d'autres non. Ensuite, il y a les toxiques, les médicaments, les anticonvulsivants. Il y a certaines femmes qui sont sous ces toxiques. Donc, si elles les prennent en tout cas en début de grossesse, puisque c'est surtout au premier trimestre, au tout début de la grossesse, que tout se joue. Donc, ces médicaments, ces anticonvulsivants, les stupéfiants peuvent être responsables de ces cardiopathies. De même que les produits chimiques. Quand on dit produits chimiques, il ne faut pas que les gens voient loin. Quelquefois, c'est dans notre entourage immédiat. Allons-y dans les champs présentement, on voit qu'il y a des produits qui sont pulvérisés. Certains sont homologués, d'autres non. Donc, il est souhaitable qu'on ait un regard sur ça. Allons-y dans les salons de coiffure, il y a des produits qui sont utilisés, certains sont même périmés, etc. etc. Allons-y dans les familles. La femme peut être là en train de fabriquer son savon, il y a des produits chimiques. Voilà, donc il y a pas mal de facteurs. C'est pour dire que bon, ces femmes qui sont en début de grossesse peuvent être en tout cas subir en tout cas l'effet de ces produits chimiques qui peuvent être à la base de ces cardiopathies congénitales et je peux dire même des malformations de façon générale. N'oublions pas également les maladies métaboliques, telles que les diabètes ou d'autres maladies métaboliques. C'est la raison pour laquelle chez les femmes diabétiques, on conseille de chercher à équilibrer le diabète 1 mois avant le début de la grossesse. C'est la raison pour laquelle on dit, bon, la grossesse chez la femme diabétique dure 10 mois. En fait, ce n'est pas 10 mois, c'est 1 mois de préparation plus les 9 mois. Ensuite, les irradiations ionisantes. Alors, n'allons pas chercher loin, ça fait en tout cas la preuve des effets sur les malformations, de façon générale, les cardiopathies, les irradiations. Alors, donc, irradiation de toute nature, mais je peux me permettre de dire même que faisons attention par rapport aux irradiations que nous avons même sur nous quotidiennement. Tout le temps, on est là, certains sont connectés sur des téléphones, les téléphones mobiles. Bon, c'est l'excès qui nuit dans toutes choses. Donc, cette femme, en début de grossesse, peut subir les irradiations de ces téléphonies, de ces connexions, peuvent être en tout cas des facteurs de malformation. Et ensuite, l'alimentation. L'alimentation, bon, les légumes, les fruits, souvent sont utilisés, en tout cas, il y a des produits chimiques, toxiques qui sont, ces produits qui sont mal lavés, qui sont pratiquement même pas lavés par certaines personnes et qui sont consommés directement, donc qui peuvent être des facteurs de risque, sans oublier les carences aussi en certains micronutriments. Donc c'est pour dire qu'en résumé, en début de grossesse, il y a vraiment beaucoup de facteurs de risque, il faut faire très très attention. Et on reviendra après là-dessus par rapport au conseil à donner, puisqu'il y a ce concept qu'on appelle les 1000 premiers jours. Depuis la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans, c'est une période très très cruciale. Il y a pas mal de maladies que nous traînons même à l'âge adulte, c'est pendant cette période-là
qu'on les a contractés. Je n'ai pas dit d'aller voir nos mamans pour dire pourquoi. Voilà, donc en tout cas souvent c'est ça. Ça vient de là. D'accord. Okay. Nous avons également parlé des enfants bleus. Dites-nous pourquoi ils sont plus sujets aux cardiopathie congénitales. En fait, ce n'est pas les enfants bleus qui sont sujets aux cardiopathie congénitales, ce sont des signes en tout cas annonciateurs de cardiopathie congénitale. Parce qu'un enfant à la naissance, bon, si tout est bien mis en place, on voit la circulation sanguine, il y a le bleu d'un côté, il y a le sang oxygéné d'un côté, et puis il y a le sang en tout cas de l'autre côté, si ça se mélange. Mais avant même d'arriver là, quand on dit l'enfant bleu, tout n'est pas cardiopathie. Il y a ce qu'on appelle l'asphyxie, l'anoxie. L'anoxie, l'enfant qui ne crie pas à la naissance, n'a pas eu de l'oxygène, donc cet enfant peut être bleu. Mais derrière ce caractère bleu, dû au fait qu'il n'a pas crié, il est en anoxie, il peut se trouver une cardiopathie congénitale derrière ça. Donc ça fait que bon, il y a d'autres causes de cet enfant bleu, mais il faut penser en tout cas à la cardiopathie et on reviendra sur lesquels c'est des signes. En tout cas, il faut tout faire. La minute d'or là, il faut tout que l'enfant crie pendant les premières minutes, pendant les premières minutes de vie. Mais bon, quelquefois il peut crier, mais après il est tout bleu. Ça veut dire qu'en tout cas il y a un problème au niveau cardiaque et il y a des éléments à rechercher à cet enfant. Et on reviendra en tout cas dans comment prévenir, comment il faut faire diagnostiquer précocement ces cas de cardiopathie congénitale. Les cardiopathies congénitales sont prises en charge une fois détectées de façon chirurgicale. Des interventions ont été réalisées au Burkina Faso avec l'appui de beaucoup de partenaires. Et à ce jour, nombreux ont recouvré la santé après ces interventions. Des opérations qui permettent aux familles de retrouver la quiétude et le sourire. Notre équipe de reportage s'est intéressée à quelques familles dont les enfants ont subi des interventions au niveau du cœur, soit au Burkina Faso ou à l'étranger. Daouda Ouattara, Issa Kanana pour le reportage. Opéré en octobre dernier d'une persistance du canal artériel, le petit Loris tout heureux respire depuis lors la pleine forme. Né avec cette pathologie, ce n'est qu'après 2 mois que la famille découvre l'anomalie cardiaque de leur enfant. Il est né à terme sans problème, sans anomalie et je partais faire le suivi, le contrôle. C'est à son 3e mois que le pédiatre en l'examinant a trouvé que sa respiration était un peu bizarre. Donc il m'a recommandé de faire l'échographie cardiaque pour se rassurer de ce qu'il y a. Et je suis allée faire l'écho et j'ai trouvé, il se révélait qu'il y avait la persistance du canal artériel. Au début, c'était pas simple, on était stressés, on se demandait qu'est-ce que c'est, est-ce que en tant que mère, j'ai pas été à l'origine de cela. J'ai même demandé à son cardiologue, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai mangé ou bien une attitude que j'avais adoptée pendant la grossesse. Il y avait le stress qui dominait vraiment, mais il m'a dit non, ça c'est des pathologies, ça peut venir comme ça. C'est pas forcément dû à quelque chose de la part de la maman. Donc, bon, on était un peu inquiets, on ne sait pas, ça allait se résoudre comment. Des inquiétudes dissipées après l'intervention du petit Loris au centre hospitalier universitaire de Tengango. Le cardiologue nous avait recommandé de faire le contrôle chaque trimestre avec l'échographie cardiaque pour voir l'évolution de la persistance. Mais à chaque contrôle, il s'avérait que c'était toujours là, ça n'avait pas changé de volume, c'était toujours le même stade. Alors, quand il avait 19 mois, que son pédiatre m'a appelé pour me parler du projet avec l'ONG Chaîne de l'Espoir qui venait pour prendre en charge quelques enfants qui avaient cette pathologie. Et je suis allée avec lui. Ils ont examiné l'enfant, ils ont regardé les échographies qu'on avait faites et ils ont trouvé qu'il était éligible. Donc ils l'ont pris pour l'intervention. Aujourd'hui, ça va très bien. Il s'amuse bien, il mange bien, il joue, il n'y a pas de problème. La sérénité est revenue, on n'a plus d'inquiétude, on ne se pose plus tellement de questions. Ça va beaucoup. Les souris, c'est ce qui se lit également sur le visage de Dame Zonabo, la maman du petit Maël, né également avec une cardiopathie congénitale. Opéré en France, il est de retour auprès de sa famille il y a à peine 1 mois. Depuis ils ont fait l'intervention, il est revenu.
Moi-même, j'ai vu qu'il vraiment il y avait un changement. Même pas sa manière de dormir, sa manière de respirer, tout a changé. Puis ça va, les infections aussi. Ah, Dieu merci, ça va. Depuis, il est revenu, il ne prend plus de médicaments. Sinon, depuis ces 3 mois jusqu'à la date de l'intervention, il était toujours sous traitement. Matin, midi, soir, il prenait des produits. Mais depuis son retour, plus de traitement, plus de médicaments. La prise en charge des enfants atteints de cardiopathie congénitale nécessite un courage et de l'optimisme, selon Dame Zunglana, d'où son appel. L'enfant même a besoin de l'assurance de la maman. Et si la maman est stressée, elle n'est pas confiante, elle n'est pas rassurée, ça peut jouer sur l'épanouissement et la croissance de l'enfant. Donc il faut vraiment être courageuse et être optimiste. Parce que de nos jours aussi, cette pathologie est prise en charge par la médecine. Surtout au Burkina, on constate que la prise en charge médicale est devenue une réalité. Donc, il n'y a pas à s'en faire, ça peut se résoudre. Le courage et la sérénité, voilà ce dont a besoin Dame Nathalie. Elle, dont sa fille Océane, âgée de 8 ans, est en attente d'une évacuation vers la France pour une prise en charge adéquate de sa pathologie. Retour sur ce plateau avec nos invités. Docteur Kayen, à quel stade de la grossesse on peut détecter une cardiopathie congénitale? Okay, merci. Effectivement, c'est au cours du suivi prénatal que l'idéal voudrait qu'on puisse faire ce diagnostic-là avant la naissance. Et comme le cardiologue le disait dans le reportage, avant la naissance, il n'y a pas en fait de manifestation clinique au niveau du fœtus. Et lorsqu'on examine aussi la femme enceinte, il n'y a pas de manifestation clinique qui puisse faire suspecter une cardiopathie congénitale. Donc le seul élément qui puisse nous permettre de faire ce diagnostic-là, c'est le dépistage systématique au cours de l'échographie fait autour de 22 semaines. Bon, qui correspond un peu à l'échographie à 5 mois de grossesse. Donc c'est lorsqu'on fait cette échographie à 5 mois de grossesse que nous appelons l'échographie morphologique. C'est à ce moment qu'on fait pratiquement une échographie du cœur du fœtus. Donc cette échographie justement permet de rechercher des critères d'un cœur sain, à savoir ce que Dr Tchinda disait, qu'on trouve à cette échographie le cœur à gauche, qu'on puisse aussi trouver le septum interauriculaire, c'est-à-dire que la cloison qui sépare les 2 oreillettes, trouver aussi la cloison qui sépare les 2 ventricules, regarder la symétrie des ventricules et des oreillettes, et aussi regarder le départ des gros vaisseaux. On doit forcément voir que l'aorte quitte le ventricule gauche et que l'artère pulmonaire aussi quitte le ventricule droit et leur croisement. Donc, c'est des coupes qu'on doit forcément faire à l'échographie, la coupe des 4 cavités et la coupe aussi des 5 cavités. Donc, c'est uniquement par l'échographie qu'on peut faire le dépistage et ça se fait à 5 mois de grossesse. D'accord. Professeur, quels sont les signes annonciateurs d'une cardiopathie congénitale, d'une maladie cardiaque chez l'enfant? Oui. En termes de signes, si le gynécologue le permet, je peux remonter parce qu'en tant que pédiatre, côté néonatologie, quand on suspecte, en tout cas on regarde toujours le carnet pour voir ce qui s'est passé pendant la grossesse. Quelquefois, quand on voit que l'enfant a eu un retard de croissance pendant la grossesse, une hypotrophie. Or, on sait qu'il y a plusieurs causes à ce retard de croissance. L'enfant, au lieu d'atteindre un poids supérieur à 2500 grammes, il est en dessous, en fonction de l'âge, il est en dessous du 10e percentile, comme on dit dans notre jargon. Donc, on cherche la cause. Ça peut être maternel, ça peut être les placentas, ça peut être autre chose, ça peut être l'enfant même qui est malade. Donc, nous, ça peut être un signe annonciateur pour nous. Également, dans le bilan, pendant la grossesse, on regarde si la maman a fait une échographie, on regarde est-ce qu'il y avait des anomalies. En dehors de ça, en salle de naissance, on revient à la question de l'enfant bleu. L'enfant, qui a, supposons, bien crié à la naissance, en tout cas, il a eu les soins nécessaires, mais il reste bleu. Qu'est-ce qui fait qu'il reste bleu? Donc, on suspecte, en tout cas, une cardiopathie congénitale cyanogène, comme on dit, parce qu'il est bleu. Également, là, ça revient maintenant aux médecins. Il y a des méthodes aussi pour détecter à la naissance. Et si on pouvait faire ça systématiquement, mesurer ce qu'on appelle la saturation
à la naissance, à la main droite et au pied gauche du nouveau-né en salle de naissance. Là aussi, on verra qu'il y a une différence dans les 24 heures. On voit qu'il y a une différence de saturation. Là aussi, ça oriente vers le problème des cardiopathies congénitales, souvent complexes. Ensuite, au-delà de ça, maintenant, il y a cette difficulté respiratoire. Vous voyez, les mamans même constatent ça. On voit que l'enfant respire difficilement. Et à la longue, on voit que le thorax va se déformer. Ensuite, c'est des enfants qui font des infections bronchopulmonaires à répétition. Ils vont passer le temps à consulter. Ils changent même de lieu. On va consulter. On dit que l'enfant a fait une infection. Il change de lieu. Donc, et avec cette difficulté respiratoire, quelquefois, qui est là. Ensuite, bon, ça peut être le retard de croissance aussi, encore. On voit que l'enfant, bon, il s'alimente bien, mais on voit qu'il ne prend pas du poids, il ne grandit pas. Tout ça aussi, ce sont des signes annonciateurs, en tout cas d'une maladie grave. Bon, entre guillemets, excusez-moi le terme, parce qu'on ne tient pas vraiment à choquer les parents à travers cette émission, c'est plutôt pour les rassurer, donner des informations, ou bien des retards du développement psychomoteur. Au lieu qu'à cet âge, l'enfant commence à voir le sourire aux anges, ou bien tenir la tête, on voit qu'il y a le retard, on dit « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Donc, on le reçoit pour la première fois, il faut rechercher. Ensuite, maintenant, il y a l'auscultation. Tous les médecins ont leur stéto. En tout cas, depuis la salle de naissance, on pose sur au niveau des foyers d'auscultation et on peut entendre un souffle. Mais il faut retenir aussi qu'il y a des cardiopathies, même complexes là, qui sont sans souffle. Oui, donc il y a pas mal de signes en toi qui peuvent orienter, mais comme on le dit, si on a au moins 2 des signes associés chez un enfant, même un signe même déjà, un enfant qui fait une infection bronchopulmonaire à répétition, etc., on doit suspecter une cardiopathie congénitale. Et bon, rapidement, en tout cas, s'orienter vers une échographie cardiaque, une écho-doppler. Et si on a la chance d'avoir les cardiologues, c'est le cas qu'on a à Charles de Gaulle. En tout cas, nous, on voit directement avec les cardiologues qui font l'écho-doppler sur place. D'accord. Et les symptômes, quels sont les symptômes? Oui, bon, vous avez parlé les symptômes, vous avez parlé des symptômes, mais est-ce que en dehors du problème de souffle, des problèmes respiratoires, qu'est-ce qui peut vous guider? Parce que quand je parle en milieu, en province, les parents qui sont là, qui n'ont pas accès au cardiologue, donc comment eux ils doivent se fier à quels symptômes? Oui, c'est ce qu'on a dit, un enfant qui respire difficilement. On voit que la respiration est difficile, comme si c'est noir. Ou bien en prenant son lait, il fait des fausses routes. Quelquefois, c'est parce qu'il y a ce problème cardiaque associé aussi même à d'autres malformations avec des fistules. En fait, c'est les signes comme ça, ou bien le retard de croissance, surtout les infections à répétition. Et puis bon, on appelle ça ce tirage. On voit que comme s'il y avait un creux sous le thorax, l'enfant respire difficilement. Donc c'est des signes qui doivent alerter. Et puis des infections à répétition. Il ne faut pas continuer à traiter. On traite les infections, mais en tout cas, il faut rechercher la cause. Pourquoi cet enfant fait des infections à répétition. Surtout quand c'est associé à un retard de croissance qui est là, souvent en tout cas ça oriente vers une cardiopathie congénitale. Alors, docteur Kinda, comment vous établissez le diagnostic? Merci. Le professeur vient de décrire, le diagnostic est déjà et d'abord clinique. Il faut savoir que le cardiopédiatre, ce n'est pas un médecin de l'imagerie médicale. Le cardiologue, le pédiatre, le cardiopédiatre, c'est un clinicien d'abord. Donc c'est à partir des signes cliniques et on raisonne clinique. À partir de ces signes-là, il y a des instruments d'aide au diagnostic. Le meilleur instrument, le plus disponible, que l'on peut répéter à souhait, le plus anodin, c'est effectivement l'échocardiographie Doppler. Donc, avec un examen clinique bien fait, une échographie par un œil averti, on peut faire le diagnostic d'une cardiopathie, en tout cas au moins de 95% des cardiopathies congénitales. Bon, une chose est de diagnostiquer la maladie, une autre est l'accessibilité de la prise en charge. Quelles sont les possibilités de prise en charge de l'enfant cardiopathe au Burkina Faso? Alors, la prise en charge des cardiopathies congénitales, il faut savoir, dans le reportage c'est déjà dit, il y a
deux possibilités. Dans tous les cas, la prise en charge est déjà d'abord médicale, suivant notre système de santé. Du CSPS jusqu'au structure de référence, le CHU. Tout le monde sait suivre une grossesse, tout le monde sait établir un accord à l'accouchement, tout le monde sait reconnaître un enfant bleu, tout le monde sait, même l'infirmier, si un enfant ne respire pas bien ou pas. Et en fonction de ce qu'il aura perçu, le réfère tant qu'il ne peut pas prendre en charge. Et puis, il y a toujours quelque chose à faire d'un point de vue médical. Toujours quelque chose à faire. C'est par exemple l'hygiène de l'enfant. Il faut toujours que ce soit un enfant avec une bonne hygiène. Parce que le professeur vient de le dire, ce sont des enfants qui sont sujets à des bronchopneumopathie à répétition. C'est la nutrition de l'enfant. C'est le traitement précoce de ces bronchopneumopathies-là. Et puis, il y a le traitement peut-être des insuffisances cardiaques qui vont se proposer. Il y a la prise en charge, même scolaire. Il y a des enfants qu'il faut savoir orienter en fonction de leur capacité mentale. Oui, mais là, moi, je parle de la prise en charge, la possibilité de prise en charge au Burkina. J'arrive. Parce que ça, c'est la meilleure possibilité de prise en charge. D'ailleurs, nous n'en disposons pas d'autres pour le moment. D'un point de vue médical, là, et puis la prise en charge médicale prépare la prise en charge par d'autres méthodes. La prise en charge peut être, je vous ai expliqué que la classification, là, je vous ai dit qu'il y a des traitements, des fermetures, des réparations qui ne nécessitent pas toujours d'ouvrir le cœur. Tout à fait. Nous, on suit toutes ces possibilités. Si vous suivez n'importe quelle veine, vous allez aboutir au cœur. Donc, tant que c'est une situation petite, par exemple, je suppose une communication entre les deux oreilles petites, là. Je vous assure, on suit une veine, on arrive au niveau de l'oreillette droite, c'est tellement facile de faire. Le comble, c'est que ce qui est le plus semble facile là n'est pas disponible pour le moment au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui est disponible? Parce que au Burkina, pour faire cette intervention qui semble facile, il faut en réalité la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque vient de s'installer. Et depuis 2019, elle a commencé, elle monte en puissance. Et nous sommes heureux que la chirurgie cardiaque à Tengando s'installe. Et elle est vraiment de bon augure. Et elle, en tout cas, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons confiance que ça va bientôt monter en puissance. Donc, actuellement, la chirurgie cardiaque est disponible. Pas pour toutes les cardiopathies congénitales, elles sont à leur début. Il y a de l'espoir, mais il ne faut pas nous dire demain qu'on opère à Tengango. Voilà. Non, on sait qu'il y en a beaucoup. Nous avons besoin par mois d'environ 20 enfants, en tout cas Charles de Gaulle. Donc c'est clair, il y a ce qu'il ne peut pas faire pour le moment et il y a ce qu'il peut faire. La chirurgie est disponible. Elle va monter en puissance, mais pour le moment, allons doucement. Docteur Kayen, quel est l'impact de la cardiopathie congénitale sur l'évolution de la grossesse? Effectivement, la cardiopathie congénitale a un impact sur l'évolution de la grossesse et cet impact concerne surtout le produit de conception. Sinon, il n'y a pas un impact en réalité sur la santé directe de la mère. Donc, il y a d'abord en fonction des trimestres de la grossesse. Donc, souvent au premier trimestre, si c'est des cardiopathies très létales, souvent ça s'accompagne même d'un avortement spontané. Au premier trimestre de la grossesse. Maintenant, si c'est une malformation qui n'est pas très létale, la grossesse va pouvoir se poursuivre. Et c'est en ce moment que les signes que le professeur vient de dire là vont apparaître. On peut constater qu'au cours de la grossesse, on a un retard de croissance intra-utérin. Cela veut dire que à un âge égal, le fœtus a un poids inférieur au 10e percentile pour l'âge gestationnel. Donc, devant ces signes d'un retard de croissance, le praticien est amené à explorer quelles sont les causes de ce retard de croissance et cela peut aboutir au diagnostic d'une cardiopathie congénitale. Et à l'extrême, après le retard de croissance intra-utérin, la cardiopathie congénitale même peut entraîner un arrêt de la grossesse, c'est-à-dire une mort fœtale in utero. Donc ça c'est vraiment à l'extrême. Donc voilà un peu l'impact de la cardiopathie sur l'évolution de la grossesse et elle concerne pratiquement rien que le produit de conception. Professeur, quel est le rôle du pédiatre dans la prise en charge des cardiopathies congénitales?
Alors, en tout cas, quel rôle vous jouez? Oui, bon, c'est pas un seul pédiatre, c'est l'équipe pédiatrique. Voilà, qui comprend les pédiatres, qui comprend les nutritionnistes, les psychologues, les services sociaux. Alors, je peux dire c'est du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette prise en charge, c'est l'aide au diagnostic. Donc, en tout cas, alerter très rapidement, reconnaître les signes annonciateurs de cardiopathie, poser le diagnostic à l'examen avec les stétos. Donc je ne reviens pas sur les signes que j'ai cités en anténatal, en salle de naissance et chez les enfants à bas âge qui commencent à faire des infections. Et donc les reconnaître et les prendre en charge. Et bon, également, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont des hospitalisations à répétition. Quand on va aujourd'hui aux urgences à Charles de Gaulle, les urgences sont occupées plus de la moitié par ces enfants-là, parce qu'ils font ces infections, ils ont besoin d'être oxygénés, ils ont besoin d'être soutenus. Donc, le pédiatre, c'est la prise en charge médicale, donc ça relève du pédiatre. En dehors de ça, bon, il y a le bilan à faire, parce que comme on l'a dit, bon, nous on a cette déformation professionnelle, on l'a appris en tout cas aussi avec nos aînés, devant une malformation chez un enfant, on recherche toujours d'autres malformations. Même si un enfant vient avec un doigt surnuméraire, on agit toujours par excès en cherchant toujours ailleurs. Donc, bon, ça consiste en tout cas à rechercher d'autres malformations, que ce soit au niveau des oreilles, du nez, de la gorge, au niveau pulmonaire, au niveau digestif. Voilà, donc au niveau neurologique, on fait des examens qu'on appelle des échographies, au niveau rénal. Donc, on fait un bilan autant que possible. Souvent, ce n'est pas facile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le poids économique qui est là, il y a le poids social, mais progressivement, on essaie de faire ce bilan. C'est très, très important ce bilan parce que même ceux qui doivent bénéficier de l'intervention chirurgicale, il faut qu'on soit situé exactement quels sont les problèmes réels. Parce qu'on ne peut pas aller vouloir ouvrir le cœur et se rendre compte qu'au niveau de la trachée, il y a un obstacle qui est là, qui fait que l'enfant respire difficilement. Donc vous voyez que ça fait des interventions différentes. Ou bien en voulant ouvrir, on se rend compte que c'est le rein aussi qui a des problèmes, ainsi de suite. Donc bon, souvent c'est pénible pour les parents quand on dit on recherche d'autres malformations, mais c'est nécessaire. Donc on fait ce bilan. Ensuite, ce sont des enfants également qui doivent bénéficier des mêmes soins que les autres enfants, donc l'état nutritionnel et des soins même un peu en plus pour qu'ils puissent prendre du poids. Tout ça aussi, ça donne de meilleurs pronostics pour le traitement. Et besoin également de la vaccination, être immunisé, donc en tout cas on les conseille pour ce suivi. Également, surtout des soutiens psychologiques. Parce que les parents les parents sont très très stressés, c'est pas facile, c'est difficile. Et je peux dire même que même le personnel est très stressé souvent devant ces cas-là. Donc bon, malheureusement, comme psychologue, dans nos services, on a que peut-être dans le meilleur des cas, un seul psychologue. Donc il y a le soutien social, etc., etc. Donc ensuite, autre intervention, bon, sensibiliser, parce qu'on le souligne aussi, on a constaté, comme c'est les âges extrêmes de la vie, qu'on voit ces cardiopathies, les femmes très jeunes et les femmes âgées. Mais présentement, on constate de plus en plus chez des femmes très jeunes. Vous voyez, et souvent même qui ont déjà eu une ou deux grossesses qui se sont mal passées. Donc vous voyez que bon, sont des cas, il y a la sensibilisation, on cherche à savoir ce qui s'est passé. Vous voyez, donc tout ça, ça rentre dans le rôle médical avec les cardiologues. Et bien sûr, le rôle aussi, bon, c'est le plaidoyer à l'endroit de qui des droits, les autorités, les partenaires, pour que, en tout cas, on puisse appuyer l'État, on puisse appuyer nos structures pour, en tout cas, l'aide à la prise en charge de ces cas. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tendrebego.
Alors, Madame Fanta Traoré nous a appelé de Bobo du Lasso. Elle a entendu que pour poser le diagnostic, il faut des tests en laboratoire, des clichés d'imagerie médicale. Sa question, c'est dans combien de structures sanitaires au Burkina Faso on peut poser ce diagnostic-là. Son autre question, c'est est-ce que les infirmiers dans les CSPS sont formés pour détecter les cardiopathies congénitales ou les suspicions de cardiopathie. Mademoiselle Nina Sombier est à Ouagadougou. Elle se demande s'il est possible de savoir si un bébé a une cardiopathie dès le ventre de sa mère et le soigner avant sa naissance et pour qu'il continue sa vie in utero et naître comme tous les autres bébés. Elle pose la question parce qu'elle a vu des films où cela se faisait. Et quelle est la situation au Burkina Faso? Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous disposez d'un plateau technique nécessaire et des ressources qu'il faut pour cela? Madame Amina Ouedraogo, elle se demande combien coûtent ces évacuations sanitaires et surtout quels sont les projets du Burkina Faso à court, moyen et long terme. Elle pose la question parce qu'elle a suivi il y a quelques semaines un numéro de Santé Mag où on parlait de chirurgie à cœur ouvert. Est-ce qu'il y a une mise en commun des forces dans la lutte contre ces cardiopathies-là ou bien chaque structure avance à petits pas alors, au lieu de se mettre dans un même moule pour avancer? Et à quand une prise en charge sur place des cardiopathies congénitales? Madame Nyampa Azeta à Ouagadougou voudrait savoir quelle est l'espérance de vie des enfants souffrant de cardiopathie congénitale. Monsieur Dieudonné Ouedraogo nous a appelé de Ouagadougou. Il se demande si on peut vivre avec une cardiopathie congénitale sans le savoir, grandir et faire sa vie comme tout le monde sans souci majeur. Madame Marie Ouattara, elle a entendu parler de maladie bleue. Est-ce que c'est un autre nom pour désigner les enfants souffrant de cardiopathie ou bien est-ce que autre chose? Qu'est-ce que cela veut dire, ces maladies bleues? Madame Mariam Saadgo, elle nous a appelé également de Ouaga. Elle raconte une triste histoire. Elle a perdu son enfant de 6 ans il y a quelque temps. Et quand il était bébé, on lui avait dit qu'il avait un problème cardiaque sans lui préciser ce que c'était. À l'époque, on lui avait dit qu'il fallait attendre que l'enfant ait 7 ans pour envisager une intervention chirurgicale. Malheureusement, il est décédé bien avant. Et sa question, c'est est-ce que ça aurait pu être une cardiopathie congénitale? Et sa préoccupation, est-ce qu'elle peut avoir d'autres enfants souffrant de ces cardiopathies congénitales-là ou des maux de cœur, des problèmes cardiaques? Monsieur Seydou Sana nous suit à Koudougou. Il aimerait savoir si on peut guérir complètement des cardiopathies congénitales. Ces autres questions sont quelles sont les conséquences de ces malformations sur la vie des familles dont un enfant souffre et est-ce que ces cardiopathies-là peuvent toucher les enfants d'une même famille, 1, 2, 3 ou 4 enfants d'une même famille. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc, les questions des téléspectateurs. Est-ce que Mme Fanta Traoré, elle demande aussi au Burkina, ici, on peut diagnostiquer, puisque pour établir le diagnostic, docteur Kinda, donc vous avez parlé des tests, des clichés. Est-ce qu'ici, il y a des structures qui sont habilitées à aider à établir ce diagnostic? Merci. Elle parle de diagnostic au laboratoire. Oui, les clichés d'imagerie, des tests en laboratoire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a combien de structures au Burkina qui permettent d'établir le diagnostic, de poser le diagnostic à partir de ces tests en laboratoire et des clichés? Au laboratoire, il n'y a pas de tests qui permettent de faire le diagnostic d'une cardiopathie congénitale. Il y a des tests permettant de faire le diagnostic de maladies génétiques.
et la cardiopathie peut s'intégrer dans le cadre de cette maladie génétique. Mais la cardiopathie congénitale, il n'y a pas de test diagnostic au laboratoire. D'accord. On avait parlé avec le professeur, on avait posé la question dans les CSPS. Comment faire pour... Est-ce que les infirmiers sont formés pour détecter les cardiopathies congénitales ou les suspicions? Est-ce qu'ils ont cette capacité? Parce que ce n'est pas dans toutes les provinces qu'il y a un cardiologue. Donc, est-ce que... Bon, dans le programme de formation des infirmiers, c'est abordé. Donc, les cardiopathies congénitales sont abordées. Donc, comment les reconnaître? Donc, ils doivent reconnaître les signes, parce que les signes qu'on a cités, bon, si les gens, même les non-infirmiers même peuvent reconnaître ces signes, à savoir les difficultés respiratoires, les infections à répétition. Donc, ils sont formés. Mais pour les tests, j'ajouterais peut-être qu'on lui a demandé des tests pour rechercher la cause, puisqu'on a parlé des infections qui peuvent être virales, qui peuvent être parasitaires. Donc, quand nous, on reçoit en tout cas les enfants et qu'on suspecte, on fait ce qu'on appelle le bilan torche. Le bilan pour rechercher en tout cas ces infections virales ou parasitaires qui peuvent être la cause. Peut-être ce sont ces tests qui parlent. Et puis les clichés, bon, ça doit être les examens pour faire des bilans, pour rechercher d'autres, voilà, pour rechercher d'autres malformations associées. Bon, j'imagine ceux qui lui ont donné ces examens à faire. Docteur qui n'a pas complété. Et par contre, où est-ce qu'on peut faire le diagnostic de cardiopathie congénitale au Burkina? Dans toutes les régions du Burkina, il y a toujours un appareil d'échocardiographie Doppler. Il y a toujours que, c'est vrai, que l'on dit qu'en matière de cardiopathie congénitale, on cherche que ce que l'on connaît et on trouve que ce que l'on cherche. C'est pas évident, c'est difficile. Mais de concert avec justement ces structures mécènes-là, nous sommes en train de former les cardiologues dans toutes les régions du Burkina pour que le diagnostic de cardiopathie congénitale, au moins les plus fréquentes, soit possible. On va ajouter aussi que bon, présentement dans toutes les régions du Burkina, il y a au moins 2 pédiatres. Donc il y a au moins 2 pédiatres, il y a au moins des cardiologues. Donc ça fait que justement c'est inviter en tout cas la population à se rapprocher en tout cas de ces spécialistes, parce qu'on a déjà reçu des appels pour venir à Ouagadougou pour faire les bilans. Voilà, donc il s'approche déjà, je me rappelle Kinda même, je l'ai déjà approché, mais il a dit de voir son collègue de la région qui fait le point d'abord, et puis bon, ils sont en réseau et ils échangent pour savoir bon, à quel moment l'enfant peut venir ou bien qu'est-ce qu'il faut faire sur place, au lieu de se déplacer et venir bon, et ne pas pouvoir avoir le rendez-vous à temps. Donc il y a tous des spécialistes au niveau régional. Donc ces pédiatres et ces attachés de santé en pédiatrie et les cardiologues sont sur place. Et il faut les approcher et ils peuvent poser en tout cas le diagnostic, voilà, et rester en connexion avec les autres à Ouaga ou bien à Bobo-Dioulasso. Il y a Mme Sombier qui dit, est-ce qu'il est possible de savoir, bon, ça c'est un enfant qui a un bébé qui a une cardiopathie, donc c'est vrai qu'on peut le détecter comme le docteur Kayel a si bien dit à partir du 5e mois de grossesse, mais la question c'est est-ce qu'on peut intervenir pendant l'évolution in utero, est-ce qu'on peut intervenir pour corriger la malformation avant la naissance, comme on a l'habitude de voir dans les films fiction. Ok, merci. Effectivement, sa question est pertinente. On peut effectivement, comme elle a dit, pouvoir faire le diagnostic à 5 mois, mais pouvoir faire la prise en charge in utero, ça relève de la médecine fétale. Pour le moment, cela n'est pas fait au Burkina. On ne peut pas intervenir in utero pour pouvoir prendre en charge pour le moment au Burkina. Docteur Kinda, combien coûte une évacuation sanitaire et surtout quels sont les projets du Burkina à court, moyen et long terme? Combien coûte plutôt une intervention chirurgicale? Parce qu'en réalité, que ce soit au Burkina ou ailleurs, moi je ne suis pas convaincu. Pour le moment, même les interventions qui se font à Tengango, on ne connaît pas le prix parce que c'est pris en charge. Mais c'est toujours quelqu'un qui paye. Tout à fait. Dans le cadre des structures mécènes qui nous aident, pour les parents, c'est totalement gratuit. On leur demande parfois, accessoirement parfois vraiment, tout simplement le billet de l'avion pour arriver à la structure mécène.
Mais si on fait le coût, une étude a été faite à Yaoundé, si on fait le coût de l'évacuation sanitaire, c'est environ 21 millions par intervention chirurgicale. Est-ce que c'est vrai qu'on a eu à faire une émission avec l'équipe de Tenganogo, on a parlé de la chirurgie à cœur ouvert. Est-ce qu'il y a une mise en commun des forces dans la lutte entre la lutte contre ces cardiopathies? Est-ce qu'il y a une association? Est-ce que vous vous concertez? Comment ça se passe? C'est la question de Mme Ouedraogo. Elle demande si, avec l'équipe de Tenganogo, est-ce qu'il y a une mise en commun des forces dans la lutte contre les cardiopathies? Peut-être les cardiologues vont répondre d'abord. Si les pédiatres ont pu ajouter quelque chose, vous êtes associés? Est-ce qu'il y a une mise en commun de vos forces pour... En dehors même que la chirurgie se mette en place, il y a ces concertations. Ça ne pose aucun problème. Et puis pour nous, si un médecin, quel que soit son niveau ou sa structure, on dit d'ailleurs, le médecin sans son chirurgien est un orphelin. Quelle que soit la pathologie qui a besoin d'intervention chirurgicale, il y a toujours un court-circuit, un circuit qui permet de le faire. À Tenganogo, nous sommes en relation et on s'oriente et on envoie, on se concerte pour pouvoir opérer les malades dans la mesure de leurs possibilités. Peut-être un plaidoyer aussi qu'il y ait une structure fêtière au-dessus de tout ça. Sinon, les spécialistes certainement se concertent. Mais bon, c'est toute une politique à l'endroit de cette prise en charge. Si au niveau de l'État, en tout cas, il peut y avoir une politique orientée. Bon, c'est vrai qu'il faut que la maladie soit reconnue comme un problème de santé publique pour pouvoir bénéficier en tout cas des soutiens des partenaires et autres. C'est tout notre plaidoyer, parce que c'est un poids, ce n'est pas le nombre de cas qui compte, c'est en tout cas la gravité, en tout cas le nombre de plus en plus observé. Donc une structure fêtière au niveau émanant en tout cas des ministères peut permettre en tout cas de réunir tout ça pour qu'on puisse en tout cas avoir les données même au niveau national, pour que en tout cas des soutiens puissent être apportés. Quand on prend même les structures à Charles de Gaulle et tout ce qui se passe là-bas, mais quand on arrive là-bas, ils n'ont pratiquement pas de salle. C'est une seule salle avec une salle d'attente à côté, avec tous les malades qui prennent en charge. Donc il y a un problème d'infrastructure même qui est là, et d'équipement. On a des projets sous la main. L'hôpital a un projet même de R+1 pour regrouper tous ces malades chroniques, de cardiopathie, de pneumopathie, d'oncologie, en tout cas, et de problèmes rénaux. Mais c'est un problème, en tout cas, de financement maintenant. C'est l'occasion, en tout cas, de lancer un appel à des partenaires éventuels, ou bien, en tout cas, à l'État qui puisse mettre les fonds pour que ça puisse être structuré. Et qu'il y ait une structure fêtière au-dessus de tout ça, au niveau d'une direction relevant du ministère de la Santé, en tout cas, qui puisse permet de piloter en tout cas tout ce qui se fait, sinon c'est un problème réel. D'accord. On va répondre à la question de Mme Nyampa Azeta. Quelle est l'espérance de vie des enfants souffrant de cardiopathie congénitale? L'espérance de vie. Dr Kinda? L'espérance de vie est très variable. C'est pourquoi nous vous disons que c'est une malformation cardiaque qui survient dans la vie intra-utérine et qui arrive à la naissance. Donc elles sont tellement diverses. Certaines n'ont rien à voir avec maladie, il n'y a rien à voir avec la mort. Et la maladie, c'est pourquoi je vous disais la troisième partie, la cardiologie pédiatrique, c'est les cardiopathies congénitales de l'adulte. Ça veut dire que ce sont des gens qui peuvent vivre avec leur maladie, enfin leur malformation. Justement, il y a la question de M. Ouedraogo, il se demande si on peut vivre avec une cardiopathie congénitale sans le savoir, grandir et faire sa vie sans souci majeur. Effectivement, c'est possible et que ce soit découvert de façon fortuite. C'est possible. Par contre, il y a des cardiopathies qui, dès la naissance, si vous ne faites pas quelque chose, dans les 2 heures, l'enfant est parti. Vous voyez que l'espérance de vie dépend en fait du type de cardiopathie. Ok, professeur Yé, on va revenir sur la maladie bleue, les enfants bleus. Est-ce un autre nom de cardiopathie congénitale? Qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé un peu rapidement, un petit rappel, la question de Mme Ouattara. Voilà, les maladies bleues. L'enfant devient, il est tout bleu comme on dit. Bon, dans notre jargon médical, on dit qu'ils sont cyanosiques. Et donc, c'est un enfant qui, à la naissance, peut avoir crié oui ou non. S'il n'a pas crié, là, souvent, on dit, bon, on appelle ça
asphyxie périnatale. Ça veut dire que bon, il a manqué de l'oxygène, en tout cas les choses ne se sont pas établies rapidement pour qu'il puisse être bien oxygéné. Donc c'est là qu'on intervient. Mais il y a des enfants sur lesquels tout s'est bien passé, on les a aspirés, mais on voit qu'ils restent bleus. Vous voyez, donc tout ça, ça présage en tout cas d'une cardiopathie sous-jacente. Donc c'est le caractère bleu là. On voit ça au niveau de la peau, puisque l'enfant est, le nouveau-né est de couleur rose, rouge vif. Donc quand le sang n'est pas bien oxygéné, on voit que ça devient tout bleu au niveau de la peau, au niveau des muqueuses. Il devient même quelquefois tout noir. Et dès que, bon, si ce n'est pas une cardiopathie, en tout cas sévère ou si c'est le problème d'oxygène, seulement dès qu'on libère ses voies et que bon, on l'oxygène, on voit qu'il devient rapidement tout rose. Par contre, s'il y a une cardiopathie en dessous, souvent même c'est comme on dit, c'est réfractaire, ça résiste même à l'oxygène. On a beau l'oxygène, on voit que ça reste toujours bleu. Là, en tout cas, ça oriente vers un problème cardiaque et on appelle ça cardiopathie cyanogène. Et à Madame Maria Massawadogo qui a perdu son enfant de 6 ans il y a peu de temps, et quand il était bébé, les médecins ont eu à dire qu'il y avait un problème cardiaque sans lui dire, sans aucune précision. Donc à l'époque, on avait dit d'attendre 7 ans pour envisager une intervention. Donc malheureusement, il est parti plus tôt. Donc elle demande si ça aurait pu être une cardiopathie congénitale. Sa préoccupation aussi, est-ce qu'elle peut avoir d'autres enfants souffrant du même mal? C'est possible que ce soit une cardiopathie congénitale, mais c'est encore mieux de se rapprocher du médecin traitant. Du médecin traitant. C'est bien possible. Effectivement, on n'intervient pas toujours. Il y a toujours des stades et que l'on évalue. Ça veut dire que c'était de concert avec son médecin que ce suivi-là devait pouvoir être fait. Par contre, est-ce que ça pouvait se reproduire? C'est possible. Comme il se peut que ce soit un phénomène isolé. Oui, c'est possible. Donc, M. Sana, lui, il veut savoir si on peut guérir complètement de cardiopathie congénitale. Une cardiopathie congénitale, survenant dans un contexte isolé, corrigé, on est complètement guéri. Ok. D'accord. Et quelles peuvent être les conséquences d'une ces malformations cardiaques sur la vie des familles dont un enfant est affecté? Est-ce que ça peut toucher tous les autres enfants d'une même famille? Est-ce qu'on peut avoir 2, 3 enfants malades dans une fratrie? Ça revient exactement à la question précédente. Ça peut être un problème isolé ou alors un phénomène héréditaire transmis de père en fils. Nous, on connaît des familles où les enfants ont un problème cardiaque. Mais on en connaît, on en cherche, on a fait même une enquête où on n'en trouve pas. Mais reconnaissons que l'enquête est tellement difficile. Trouver la cause n'est pas évidente et les examens coûtent cher parfois pour savoir de quoi il s'agit. Mais en pratique, chez nous au Burkina, 5% des cardiopathies congénitales seulement ont une cause évidente. Retour donc avec nos questions. L'absence de continuité des soins, professeur, est-ce que devant une pathologie cardiaque de l'enfant ne constitue pas une seconde souffrance psychologique pour la famille? Oui, bon, je l'ai abordé au début parce que les cardiopathies congénitales, de même que les autres maladies chroniques, constituent réellement un poids pour la famille, un poids sur le plan psychologique, sur le plan social, économique. Donc, eu égard à tout ce que les parents subissent, des consultations multiples, des hospitalisations de longue durée, des dépenses non couvertes par le système qui est en place, à savoir la gratuité. Donc, ça aboutit quelquefois même à une désorganisation de la famille, malheureusement, si quelque chose n'est pas fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que les psychologues, les services sociaux doivent intervenir. Il y a des femmes même qui perdent leur emploi à la suite de cela, ou bien même, je vais le dire, leur foyer. Voilà, parce que, vous savez, il y a les croyances qui sont là, nous sommes en Afrique. Avoir un enfant mal formé en Afrique, j'avoue que ça constitue un poids énorme. Et souvent, c'est la femme qui est malheureusement supposée être
entre guillemets en tout cas, responsable de cela, bon, c'est un enfant maudit, c'est une femme qui est maudite, etc. Il y a toute une considération autour de ça. Mais bon, c'est pas la femme seulement, même ça peut être le couple même. Donc le poids psychologique est assez lourd et sur le plan économique, sur le plan social. Et j'ajoute aussi, il y a cette souffrance du personnel soignant qui n'est pas souvent évoquée, mais c'est réel. Nous sommes dans le système hospitalier depuis des années. Bon, l'image qu'on montre souvent du personnel soignant, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Le personnel souffre. Plusieurs fois, on a eu à consoler des gens même tout simplement parce qu'ils ont perdu des enfants, parce qu'ils ont vu des enfants en train de souffrir. Vous voyez, donc ça constitue un poids et ça renvoie même souvent au terme anglophone là, le burning out. Il y a des gens même qui disent « Ah, je n'en peux plus, je vais suspendre ». Vous voyez, donc ça constitue réellement un poids, au même titre que d'autres maladies chroniques chez les enfants. Docteur Kaye, est-ce qu'une cardiopathie congénitale nécessite des dispositions particulières pendant l'accouchement? Ok, merci. Effectivement, si on a eu la chance quand même de pouvoir détecter une cardiopathie congénitale avant l'accouchement, on est obligé effectivement de prendre des dispositions particulières. Nous allons d'abord demander l'avis du cardiologue qui va en fonction du type de cardiopathie pouvoir dire est-ce qu'on peut d'abord autoriser la voie basse ou bien même s'il faut aller directement pour faire une césarienne. Donc si en fonction du type de cardiopathie, le cardiologue autorise qu'on peut faire l'accouchement par voie basse, cela aussi va nécessiter d'abord le lieu. Il faut que ce soit un accouchement qui se fait dans un milieu hospitalier, c'est-à-dire soit dans un centre hospitalier régional ou bien dans un CHU. Cela aussi va nécessiter la présence de prestataires tels que les obstétriciens, les pédiatres, les cardiologues et aussi les réanimateurs. Et aussi des infrastructures qui permettent, puisque quand il y a une cardiopathie fœtale, le risque principal là, c'est la souffrance fœtale au cours du travail. Donc il faut aussi que la structure puisse disposer des matériels pouvant permettre le diagnostic aisé d'une souffrance fœtale au cours du travail, tel que le cardiotocographe. Voilà, donc si toutes ces conditions sont remplies, c'est des dispositions à prendre pour pouvoir conduire de manière correcte l'accouchement en cas d'une cardiopathie congénitale. Docteur Kinda, l'évacuation sanitaire, c'est un vrai périple. Comment c'est organisé avec les familles? Et puis, est-ce que dans les structures hospitalières, est-ce que l'administration, est-ce qu'il y a une équipe qui s'en charge ou alors c'est toujours le médecin traitant qui doit s'occuper de l'aspect clinique et s'occuper de dossiers d'évacuation? Merci. À Charles de Gaulle, en tout cas, il n'y a pas de structure qui s'en occupe. C'est l'unité de cardiologie qui s'en occupe, qui s'occupe et du diagnostic, et de la constitution du dossier, et de l'accompagnement du malade ou de sa famille pour pouvoir évacuer le dossier. C'est un véritable périple que, si vous me permettez, après le diagnostic, vous savez que pour faire le diagnostic, il y a l'examen clinique, les examens complémentaires. Fort heureusement, à Charles de Gaulle, comme nous nous occupons plus des enfants, il y a la gratuité des choses jusqu'à 5 ans. C'est un véritable goulot d'étranglement qui a été enlevé à nos pieds. Mais il y a ceux qui restent, ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, où ça demeure. Donc, quand le diagnostic est fait et que le dossier clinique est écrit, c'est rédigé par le médecin lui-même, en fait, nous, on le transmet. Nous-mêmes, on le faisait avant. Les papiers que la structure médecine demande, c'est-à-dire que l'obtention du billet d'avion avec les familles indigènes, on leur indique où il faut aller, peut-être vers la télévision ou Madame Dao pour pouvoir avoir un billet d'avion. Je suis sûr qu'il y a toujours des gens qui sont disposés à le faire. C'est nous qui les faisions. Ensuite, obtenir des documents administratifs. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont même pas d'acte de naissance. C'est pas si évident que ça. Accompagner les parents analphabètes pour faire même une demande de prise en charge, pour rédiger une lettre de motivation. Ensuite, c'est de trouver les documents nécessaires pour le visa. Alors là, c'est un véritable problème. Autorisation parentale, passeport pour l'enfant, photocopie des différents... non, c'est le médecin traitant qui doit... C'est le médecin traitant avec son service. Mais cette fois-ci, comme nous sommes malins, nous avons délégué ça à la surveillante du service. Et je vous assure que pour accompagner même
est malade, parfois à 22 heures. Elle est à l'aéroport. La surveillance, est-ce que, professeur, on ne peut pas mettre en charge, on ne peut pas monter une équipe spécialement pour ces aspects, pour accompagner, parce que le clinicien, il perd beaucoup de temps en ce moment, parce que c'est d'autres malades qui seront laissés au bas-côté, parce qu'il est occupé et s'il a plusieurs dossiers. Oui, bon, je pense Comment que faut-il faire? oui, là, ce problème a été souligné par les cardiologues à l'administration de Charles de Gaulle, qui essaie d'accompagner autant que possible. Parce que les personnes qui ont été mises à leur disposition, ce n'est vraiment pas des personnes bien spécialisées dans le domaine, comme il a dit, le surveillant d'unité de service social, qui joue un travail très énorme, qui accompagne pour les visas et autres. Voilà, donc ça c'est du personnel de Charles de Gaulle. Mais effectivement, je pense que des réflexions sont en train de mener, parce que la cardiologie de Charles de Gaulle, on a fait la proposition que ça soit érigé même en unité, voire un service un jour. Et il y a des projets de réalisation des bâtiments. Donc, en tout cas, quelque chose est en train de se faire, c'est le financement qui manque encore. Donc, s'il y a ces infrastructures-là, les personnes ressources seront en tout cas dédiées à ça, ainsi de suite avec les équipements au fur et à mesure. Sinon, pour le moment, c'est effectivement nous-mêmes qui avons souhaité en tant que responsables du pédiatrie médicale que les dossiers même passent par les circuits officiels. On a dit, ce n'est pas le cardiologue seul qui est responsable, en tout cas, c'est la responsabilité de l'établissement en cas de problème qui répond. Donc, en tant que responsable, j'ai dit, il faut que ces dossiers-là passent par les circuits officiels d'évacuation et en tout cas, tous ceux pour lesquels je suis au courant, j'exige à ce que ça passe par les circuits d'évacuation avec, bien sûr, l'autorisation des mécénats à l'intérieur pour dire que ces enfants vont sortir en bonne et due forme. Mais ce sont les ressources humaines qui, pour le moment, font défaut. Et je pense que l'administration est très attentive par rapport à cela. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Professeur, est-ce qu'on peut prévenir une cardiopathie congénitale? Alors, la prévention, c'est ce qu'on a dit, c'est d'abord multifactoriel, comme on l'a dit. Souvent, c'est difficile de dire voilà la cause réelle de cette cardiopathie congénitale. Donc, et même cette cause-là, ça n'a été retrouvé que dans notre contexte ici, les moyens d'exploration ne sont pas très développés. Dans 5-15% des cas, on peut dire voilà, on suppose telle cause. Vous voyez que la prévention semble difficile. Cependant, les facteurs quand même qui sont connus, notre plaidoyer, notre sensibilisation va dans ce sens-là, à savoir les causes exogènes. Même avant cela, le plaidoyer, en tout cas le souhait est que de plus en plus, on puisse faire des consultations préconceptionnelles. Donc ça commence à venir à cause des mariages, les consultations prénuptiales, le certificat prénuptial qui est demandé. Donc ça permet de faire quand même un minimum de bilan. S'il y a des anomalies, les gens peuvent approfondir. Donc se rapprocher des gynécologues pour faire ces consultations, surtout s'il y a déjà eu un cas dans la famille d'anomalie de cardiopathie ou bien en tout cas d'autres problèmes de santé, il est souhaitable de ne pas avoir une autre grossesse encore sans passer voir les gynécologues pour en tout cas une consultation préconceptionnelle. En consultation prénatale, il est souhaitable en tout cas que ça soit bien recentré sur le problème de la femme en question. Et en tout cas, essayer de trouver la cause et puis par exemple, les diabètes, vous voyez, quelquefois ça peut être ça peut être des infections, ça peut être des produits chimiques. Si on se rend compte que la femme travaille dans un domaine, il y a l'orpaillage maintenant, il y a pas mal de choses qui sont en place. Là, on peut essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un environnement pollué qui a pu impacter en tout cas le développement de ce fœtus. Ça peut être les médicaments, ça peut être des produits traditionnels, etc., etc. Ça demande en tout cas tout un travail en tout cas d'écoute, de listing, de chercher à savoir pourquoi. Parce qu'il y a des cas tellement dramatiques, on peut voir une femme qui peut avoir plusieurs grossesses et il ne reste que ce seul enfant qui a la cardiopathie congénitale complexe. Donc vous voyez le drame. Donc les irradiations, vous m'excusez, mais moi même dans mon entourage immédiat, j'ai dit ça, j'ai dit n'exagérez pas avec les téléphonies mobiles. Moi je donne l'anecdote, quand les téléphonies mobiles ont été introduits au Burkina, les radiologues étaient les seuls qui avaient refusé d'adhérer à l'utilisation des téléphones mobiles parce qu'ils connaissaient les dangers. Vous voyez, on n'a pas dit de ne pas utiliser, mais l'excès nuit, surtout pendant le début de grossesse, il faut que les gens fassent très attention.
Et également avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est saine, avec des légumes, des fruits qui sont bien lavés, bien déséquilibrés. Voilà, et je rappelle encore le concept des 1000 premiers jours là, qu'il faut respecter, de la conception jusqu'à 2 ans en tout cas, ce qu'il faut. Ça c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, ça renvoie maintenant à ce diagnostic précoce. Donc je lance l'appel en tout cas à tout le personnel. Ce n'est pas seulement les médecins, les pédiatres qui doivent faire en tout cas ce diagnostic précoce. Tout le personnel, tous ceux qui ont fait des stages en pédiatrie là, pendant leur formation, doivent pouvoir reconnaître ces signes, dire voilà, ça doit orienter vers une cardiopathie et se rapprocher en tout cas des spécialistes. Et enfin, un plaidoyer pour que vraiment on ait un document de politique voilà, dans ce domaine-là, un plaidoyer. Et également, au niveau de Charles de Gaulle, qui est un hôpital pédiatrique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être accompagnées aussi. Bien sûr, je n'ai pas dit d'omettre les autres, non, les autres structures aussi, telles que Tengandogo, on a le regard tourné vers là-bas pour la chirurgie cardiaque. Donc, en tout cas, qu'on puisse appuyer ces structures. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Docteur Kinda, pour terminer, le 14 a eu la journée mondiale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Pourquoi cette journée et quel a été le contenu au niveau du Burkina? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Merci. Le 14 février, tout le monde sait, c'est la journée internationale, c'est le Saint-Valentin. C'est la journée des cœurs sensibles à l'amour. Vous savez, il y a une femme qui a été tellement maligne, elle a un enfant qui a une cardiopathie congénitale aux États-Unis, c'est Connecticut, qui s'est rendu compte, puisqu'on parle de journée internationale des cœurs sensibles, en propre et en figuré, elle, son enfant, a un cœur sensible. Elle s'est alors introduite dans la brèche, en tout cas, et ça a bien marché avec les communicateurs, et finalement, tout le monde l'a accompagné dans cette journée-là, qui est devenue également la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. C'est à cet effet que, avec la Société burkinabé de pédiatrie, avec le professeur Yé, on jugeait nécessaire de faire ces différentes communications à l'endroit du public pour les sensibiliser à la problématique des cardiopathies congénitales, autant sur les médias en ligne que fort heureusement à la télé que voici. Okay. D'accord, donc c'est la fin de cette émission. Donc merci de l'avoir suivi. Prenons bien soin de nos cœurs, des cœurs de nos enfants. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.